Comment est-ce qu'on mesure scientifiquement le bonheur? Les chercheurs se sont dit, essayons de voir est-ce que la gratitude a un impact sur la longévité. Florence Servan-Schreiber est une journaliste, auteure, conférencière spécialisée dans la psychologie positive. Toutes les études de psychologie étaient uniquement concentrées sur le négatif. Percevoir le danger est quelque chose dont nous avons plus besoin pour rester en vie que de percevoir la beauté. Comment on peut faire autrement et qu'est-ce qui se passe si on fait autrement? Il doit bien y avoir l'inverse. Son best-seller, 3 kiffs par jour, explore l'impact méconnu de la gratitude sur nos vies. Le kiff, en gros, c'est un synonyme de hashish. C'est un paradis artificiel. Quand tu reprends les éléments un par un, c'est évident et c'est incroyable. Donc, il y en a qui disent, allons dans un couvent. Et ils s'aperçoivent que plus ces jeunes femmes étaient gratifiables, plus elles vivaient longtemps. Elles gagnaient jusqu'à 7 ans d'espérance de vie. Il y a 7 ans d'écart. C'est ça, c'est incroyable. Et ces petits outils, c'est le battement d'ailes de papillon. L'aventure de préface commence et j'ai une petite chose à vous demander. Juste en dessous de cette vidéo, vous avez une petite cloche, abonnement, subscribe. Si vous vous abonnez à notre chaîne YouTube, on devient visible. On a créé Préface pour avoir des conversations inspirantes. Et quelle conversation on vient d'avoir. Elle nous rappelle cette chose simple. On est à une décision de changer sa vie. Si vous êtes en quête d'un déclic, de renouveau ou d'un élan, et que vous êtes à 2 doigts d'écrire le prochain chapitre de votre vie, alors bienvenue dans Préface. Flo, je suis ravi. Je sais même pas comment te le dire vraiment avec toute cette sincérité qu'il y a au fond de moi. Je vis avec ta voix, ton livre. J'ai eu la chance de te rencontrer dans un cadre personnel en plus, donc c'est vrai que c'était génial de faire cette rencontre un peu... la vie fait des cadeaux. Alors à moi de te poser une question maintenant. Déjà, bienvenue. Merci, je suis très contente d'être là. Et j'aimerais te poser une première question. Quel est le plus beau cadeau qu'on t'ait fait ? C'est un cadeau matériel. C'était pour mes 30 ans. J'ai une copine absolue dans la vie, que je qualifierais de ma moitié. Elle est allée voir 30 personnes dans ma vie avec des assiettes en leur demandant de me peindre quelque chose sur cette assiette. Et elle m'a offert donc une grande boîte. Et j'ai découvert ces assiettes. Et ce qui était absolument fantastique, c'est que en voyant chacune d'elles, je savais qui était derrière et qui l'avait commise. Donc, c'était un mélange de conspiration. Évidemment, c'est la conspiration de l'amour. Mais oui, qui était le cadeau le plus phénoménal. Et comme tout le monde était impliqué, franchement, c'est un des plus jolis cadeaux que j'ai jamais reçus. C'était super. Alors, autour de tout ton travail, la pierre fondatrice, c'est la psychologie positive. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend parler partout maintenant. On en entend parler partout, on en entend parler dans tous les podcasts, partout. Mais ce que j'aime dans l'approche que tu en as, c'est que c'est hyper concret. On est dans quelque chose de très... tu vas nous l'expliquer, mais qu'est-ce que c'est la psychologie positive ? On va partir d'un postulat un peu simple. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Et tu as raison d'insister sur le fait qu'on a l'impression qu'il y en a partout, comme si ça dévalorisait ce qu'elle pouvait nous apporter, juste parce qu'on s'est habitué. Mais nous sommes des créatures tellement bizarres, nous avons besoin de nouveautés absolument tout le temps. Donc, le fait que quelque chose existe depuis un moment, on se dit oui, d'accord, déjà vu, déjà fait. Mais non, particulièrement sur cet aspect-là, et je vais t'expliquer ce que c'est, il est tellement important de le garder au même niveau de toutes les choses épouvantables qui se passent autour de nous, parce que c'est vraiment, en fait, l'antidote à ça. La psychologie positive est née autour de l'an 2000, où un chercheur qui s'appelle Martin Seligman, qui était très, 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 très expert dans nos limitations, nos dépressions, la maladie mentale, qu'est-ce qui fait qu'on se soumet à la difficulté au point de ne plus avoir de l'énergie. Il étudiait le comportement pavlovien des chiens qui, justement, au bout d'un moment, s'ils appuient sur la pédale et qu'il n'y a plus d'eau,
ils vont arrêter d'appuyer sur la pédale. Lui s'est dit, si on est capable d'arrêter d'appuyer sur la pédale parce qu'il n'y a plus d'eau, donc de se laisser aller au désespoir et de ne plus avoir l'élan de vie, il doit bien y avoir l'inverse. C'est-à-dire qu'on doit bien être capable, en réappuyant sur un bouton, en tout cas, quels sont les boutons sur lesquels nous pouvons appuyer qui nous permettront ou nous permettraient de trouver plus de vitalité. Et donc, c'est parce qu'il connaissait aussi bien la difficulté et la douleur mentale qu'il a eu l'idée de s'intéresser à l'épanouissement. Et c'est ça, la psychologie positive, c'est pas du tout la pensée positive, mais c'est une série d'études, de mise en situation, d'observations, d'émissions d'hypothèses que l'on va ensuite essayer de prouver ou démontrer avec des groupes qui participent, des groupes de contrôle qui ne participent pas. Il y en a qui font, il y en a qui font pas. Et on va pouvoir comparer les résultats. Et on a, à partir de là, une somme d'informations qui concernent les moments de nos vies où c'est sympa, où c'est vivant, où c'est créatif, où c'est connecté, où c'est relié, où c'est en amour, etc. Mais au moins maintenant, on sait un peu les raconter. Alors qu'avant, juste, on les vivait. Et on trouvait pas ça important parce que ça n'était lié à aucune maladie. Donc on avait besoin de rien. On avait besoin de la psychologie traditionnelle pour soigner, mais personne n'avait eu l'idée de se dire, tiens, intéressons-nous à ce qui fait que c'est bien quand c'est bien. C'est hyper intéressant, ça me fait penser à quelque chose que tu mentionnes dans ton livre, dont on va parler après, sur le fait que toutes les études de psychologie étaient uniquement concentrées sur le négatif. Aucune étude, jusqu'en 2000, mais je crois que même c'était un petit peu antérieur, il me semblait que tu avais parlé de 1973, la toute première fois où ils se sont posé la question c'était de parler de quelque chose de positif. C'est-à-dire que même psychologiquement, on n'avait jamais même pensé à l'angle positif. C'est quand même incroyable de se dire que c'est ce vide de pensée. Ça me paraît complètement aberrant aujourd'hui, parce que ça fait partie de nos vies tellement maintenant. C'est logique, puisque c'est comme la prévention est arrivée après le soin. Tu vois, on parle aujourd'hui de prévention grâce à l'alimentation, au sport. Oui, c'est vrai, c'est un sujet récent. Ouais, c'est vrai. On s'est occupé de la nutrition et du sport pour essayer de soigner des choses. Donc finalement, c'est quand on a fait le tour d'une question... C'est vrai, t'as raison. Avec le recul, là, ça prend beaucoup plus de sens. Quand on peut aller chercher le reste. C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on a naturellement tendance à voir les choses de manière négative, nous en tant qu'êtres humains? C'est une mécanique de survie, c'est-à-dire que nous sommes programmés pour reproduire l'espèce, enfin jusqu'à nouvel ordre, jusqu'aux eaux polluées, mais sinon nous sommes programmés pour ça, donc il faut que nous restions en vie. Et pour rester en vie, il y a tout un tas de mécaniques qui se mettent en marche, le cœur va battre plus fort pour qu'on puisse partir en courant, etc. Bon. Et percevoir le danger est quelque chose dont nous avons plus besoin pour rester en vie que de percevoir la beauté. La beauté n'a pas d'utilité dans Enfin, Dieu sait qu'elle en a dans la reproduction de l'espèce. J'allais dire une bêtise, mais elle n'a en effet pas d'utilité face à un dinosaure qui va nous croquer. Donc, c'est vraiment une mécanique de base. C'est hyper intéressant. C'est vrai qu'on a... tu parles de donc l'impact. Notre cerveau va regarder le monde avec le danger. Entretenir l'attention à tout ce qui pourrait se passer de façon négative pour nous garder en vie. Alors, c'est encore un tout petit peu plus subtil, c'est que nous avons besoin d'être dans un calme relatif pour pouvoir percevoir le danger. Donc, ça veut dire que si tu es en extase ou si tu es en train de vivre quelque chose de follement agréable, tu es dans une stimulation qui t'empêcherait de voir ce qui pourrait se passer de négatif. Donc, le grand ordre, et le grand conseil d'administration là-haut a dit on va maintenir les gens dans ce qu'on va appeler le mode normal. C'est quand il se passe pas grand-chose pour pouvoir voir quand ça tombe. Et de fait, quand ça tombe, eh bien, ça nous stimule de ouf.
C'est-à-dire que on ne sait pas résister à la difficulté, à l'horreur, à la toxicité. J'aime dire qu'en France, nous en faisons en plus une affaire culturelle, c'est-à-dire que il est totalement stylé d'être contre quoi que ce soit. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui. Parce que ça nous excite. Et donc, ce que ça donne dans la réalité, c'est que si... On a du mal à s'extasier. C'est même un peu l'inverse, c'est que si ton train arrive en retard, par exemple, c'est dans un train qui arrive en retard, tu vas râler. Tu vas râler, tu vas te tourner vers tes voisins, tout le monde va être d'accord, on va tous être contre la SNCF. C'est totalement nous, ça. Il y a un grand moment de connivence. Ouais, ce grand moment de fraternité. Ouais, c'est ça. Si un train arrive à l'heure, est-ce que déjà ton voisin dans le train s'est tourné vers toi, tu t'es tourné vers ton voisin ou ta voisine pour lui dire « Waouh, le train est arrivé à l'heure ». Non, c'est normal. Ou juste « Waouh, on a un train ». Waouh, on a un train. Enfin, waouh, on a une gare. On roule. Enfin, le train. Ouais, ouais. Mais donc justement, c'est parce que ça prendrait tellement d'énergie que nous ne serions pas disponibles pour le reste. Donc voilà, par défaut, c'est programmé comme ça. Donc une fois qu'on le sait, soit on se dit bon ben voilà, je fais, et il n'y a aucun mal à rester comme ça. C'est comme ça que nous sommes. Soit, et c'est tout l'objet de ce travail, notamment en psychologie positive, et quand on commence à étudier ce qui marche bien, c'est comment on peut faire autrement et qu'est-ce qui se passe si on fait autrement ? Alors, j'adore cette petite passerelle que tu me fais. Tu parles de la découverte de la psychologie positive. Toi, tu l'as découverte aux États-Unis, si je me souviens. Tu as voyagé aux États-Unis où tu as suivi une formation dans une université, c'est ça ? Alors, il y a une petite étape préalable. J'avais un cousin que j'aimais tendrement, qui s'appelait David Servan-Schreiber, qui était psychiatre. David exerçait aux États-Unis. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Guérir de la dépression sans thérapie et médicaments ». Et il était vraiment très, très, très préoccupé par une psychiatrie intégrative, c'est-à-dire qui tient compte d'autres choses que simplement les médicaments. Donc, la gestion du stress, l'utilisation de son corps et le rôle de l'exercice face à tout ça, la puissance de la méditation, l'alimentation, enfin tout ce qui pouvait jouer sur notre état psychique. Et dans ce livre, il parle de sa rencontre avec Martin Seligman, qui est donc ce chercheur qui a eu l'idée en premier de tout ça, qu'il avait croisé. Et donc, c'est là que je lis pour la première fois de ma vie le mot psychologie positive. Je suis formée en psychologie, c'est ma formation initiale, mais j'ai appris la psychologie clinique, qui est celle qui va nous permettre de nous soigner. Et c'est vrai que depuis que j'exerce des métiers, j'ai toujours cherché à me servir de cette compréhension des personnalités humaines pour alléger la vie. Sans me rendre compte que c'est ça que je faisais, c'est ça que je faisais. Donc quand tout à coup, je découvre qu'il y a des gens qui sont en train, dans des laboratoires, de faire ce que j'essayais de comprendre intuitivement, absolument, et que donc je découvre la somme de leur découverte, l'applicabilité de leur découverte, sans encore le savoir, mais en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en train de rencontrer une somme d'informations dont je peux parler. Parce que ma force dans la vie, en tout cas mon plaisir, mon instinct, c'est de raconter des choses. Et donc, tout à coup, il y a une psychologie que je peux raconter qui correspond à ce que je cherche. Oui, ce que moi, tu Florence. es aussi. Ce que je cherche, ce dont j'ai besoin. Oui. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui. C'est... Ah oui, parce que j'ai découvert l'importance du rapport à l'optimisme, que je ne suis pas du tout, parce que ma nature est follement inquiète. Je parlais des Français tout à l'heure, c'est pas pour m'en moquer. Je suis non seulement française, mais parisienne. Donc, c'est ce sens de la critique qui va alimenter mon humour, mes relations, mon positionnement dans la société, parce que c'est mon éducation, en fait. Et je découvre qu'il y a une autre façon de s'y prendre. Intéressant. Je trouve ça marrant. Bah, c'est génial. Et donc, tu plonges dedans. Direction l'avion. Alors, non, c'est encore mieux que ça. Donc, je découvre ça. Et à ce moment-là, je me suis fourvoyée professionnellement. Ça faisait longtemps que je travaillais autour du développement personnel.
Et en gros, j'étais en train de m'intéresser au développement durable, en me disant, il y a peut-être des choses plus collectives à vivre que simplement en plus de ces relations, peut-être que sur le plan de la planète, du vivant, etc., il y a des choses à faire. Donc, j'étais retournée apprendre des choses à ce sujet. En fait, c'était pas vraiment mon univers. Tout ce qui touche au développement durable, c'est beaucoup de réorganisation de systèmes sur lesquels non seulement je n'ai pas la main, mais dont je n'ai pas la connaissance et je n'ai pas ce n'est pas mon attrait. Donc, il se trouve qu'à ce moment-là, parce que je me suis un peu fourvoyée, je suis dans un job où je m'emmerde, mais je m'emmerde. C'est pas bon ça. Non, alors on voulait pas de moi, je voulais pas être là, enfin c'était absolument pathétique. Et je reçois un mail de l'université de Pennsylvanie, parce que je m'étais inscrite à tout un tas de newsletters de psychologie positive. Non, mais quand j'ai découvert ce que David avait raconté, je suis allée regarder ce que tous ces laboratoires faisaient. Donc, je m'étais inscrite à tout un tas de newsletters. Et je reçois la proposition suivante qui disait le premier cours de psychologie positive en ligne. Donc, moi, je suis enfermée dans ce bureau où vraiment, je ne sais plus quoi faire. Et je m'inscris pour passer le temps. Et donc, fort de ce geste et de mon implication, mon emploi m'a quitté. Voilà. Mon emploi m'a quitté. Ça s'est produit. Et ça m'a donné le temps de vraiment me consacrer à ce cours que j'avais déjà commencé. Et c'est un cours que donnait un professeur qui, depuis, est devenu un de mes amis, qui s'appelle Tal Ben-Shahar, qui était le premier prof de psychologie positive à me former en philosophie, lui, à l'université de Harvard. Et il s'était dit, je veux vraiment que cet enseignement soit disponible dans le reste du monde, qu'on ne soit pas obligé de venir à Harvard pour l'apprendre. Et il avait donc déployé le premier cours en ligne. C'est comme ça que ça a commencé. Moi, je t'avais mis dans un avion quand on avait parlé. Oui, mais j'ai souvent pris des avions pour aller apprendre d'autres choses et voir ces chercheurs, etc. Mais ça a commencé à Levallois-Perret, derrière un bureau. J'ai une question. Comment est-ce qu'on mesure scientifiquement le bonheur ? Alors, c'est toujours autodéclaratif. C'est-à-dire que je ne peux pas t'observer et te dire si tu es heureux. Je ne peux pas prendre une goutte de ton sang et te dire si tu es heureux ou tu es heureux, bien que maintenant on soit en mesure de lire des marqueurs de stress et des présences de cortisol ou autres qui peuvent baisser, donc traduire une meilleure circulation des neurotransmetteurs, si on veut rentrer dans des choses un peu plus physiques. Mais en réalité, la manière dont ce qu'on appelle mesurer le bonheur, c'est une série de questions que l'on te pose et où on te demande si ça te ressemble complètement, beaucoup, moyennement, pas du tout, etc. Et avec ces questions que l'on pose, il y a des instruments différents. Il y a une échelle qui s'appelle l'échelle d'Oxford. Chaque laboratoire peut avoir sa manière de s'y prendre. Parfois en 5 questions simplement sur certaines applications qu'on peut trouver. On va te donner un score. Et on te donne un score. Ça te donne une moyenne. Et la raison pour laquelle c'est intéressant d'avoir des scores, parce que nous avons aussi cette petite fonction de gaming au fond de chacun d'entre nous qui aime bien progresser, eh bien, ça donne une référence de départ. Si tu as envie d'entreprendre quelque chose et d'en mesurer l'impact. Donc là, ça permet de le faire. C'est pas tant dans l'absolu. C'est pas de dire Paul, tu es à 7. Oh, Paul, tu es à 7. Oui. Ou Paul, tu es à 7. Ouais. C'est pas tant ça. Mais si jamais Paul décidait de faire quelque chose, eh bien, tu saurais que tu as commencé à 7. Et donc, ça te permet de voir dans quel sens ça bouge, dans quel sens bouge l'aiguille. Quelle est la rencontre ? Comment tu as fait ta rencontre avec la gratitude ? Voilà. C'est la gratitude rentre dans ta vie. Aujourd'hui, c'est un pilier majeur de tes réflexions, de ton travail. Je dois te dire que même moi, personnellement, j'en ai vu les effets et c'est absolument dingue. C'est pour ça aussi que je voulais t'inviter, parce que je pense que le podcast ici peut vraiment devenir un outil pour plein de gens. C'est incroyable l'effet de la gratitude sur sa vie. Comment est-ce qu'elle est rentrée dans ta vie et en quoi elle est essentielle à nos vies, en fait ? Je m'en souviens très bien, car de nouveau, je dois ça à David, qui tenait une chronique dans Psychologie Magazine et qui racontait une étude menée par Martin Seligman
qui avait demandé à des gens d'effectuer des visites de gratitude. Alors, une visite de gratitude, c'est presque la fin, parce que c'est vraiment la ceinture noire de la gratitude. Oui, c'est ce que j'avais Ouais. noté, effectivement. C'est le dernier niveau de la gratitude. Alors on ne dit pas tout de suite ce que c'est, on le dira tout à l'heure. Non, ne le disons pas tout de suite, on va expliquer. Voilà, d'accord. Mais donc je lis ça. Et puis surtout, je lis que d'effectuer cette opération, qui est absolument indolore, hein, va avoir une influence sur notre physiologie. Donc, qui dit influence sur la physiologie dit que ça joue sur la santé et que ça joue sur la longévité. Et je trouve ça marrant. Je dis, tiens, quand même, c'est incroyable. Le rapport entre une émotion, le fait qu'une émotion assez simple, définissons ce que c'est la gratitude. C'est pas juste un plaisir. Un plaisir, c'est juste un plaisir. C'est un plaisir ou quelque chose qui se produit, pour lequel je vais prendre une fraction de seconde pour m'arrêter et dire, tiens, pour ça, merci. Voilà. Et par exemple, là, dans la pièce dans laquelle nous sommes, à nous parler, l'atmosphère est géniale. Merci. Merci Paul de m'inviter pour faire ça. Mais pourquoi je te remercie ? Parce que tu me donnes l'occasion de parler de quelque chose que j'aime beaucoup partager et pour lequel j'ai beaucoup de plaisir à trouver de nouvelles formulations en espérant qu'une oreille de plus, même juste une oreille de plus, sera sensible à ce que nous avons pu dire ici et essaiera et donc pourra vivre ça. C'est pour ça que je te remercie. C'est pas la politesse de la qualité de l'accueil, c'est que quand tu fais ce que tu fais, c'est-à-dire de me tendre ce micro, voilà ce que ça provoque en moi. Et je suis reconnaissante de ça. C'est ça la gratitude. Eh ben, je te remercie mon tour. On va faire cet exercice de gratitude parce que pour le coup, c'est important, je pense. Je te remercie et je pense que c'est quelque chose qui nous motive. Alors toi, tu as l'art et le savoir de la psychologie. Moi, j'ai pas ça. Mais je suis très sensible à ceux qui le font. Parce que moi, j'en ai eu besoin à certains moments dans ma vie. D'avoir des clés, d'avoir des outils, d'avoir des solutions, des moments où tu te sens coincé, des moments où tu te sens perdu, où il faut que tu réécrives ton histoire. C'est l'idée de préface. Le moment où tu dois te réinventer, le moment où tu dois te trouver, te retrouver. Parce que je pense que quand on est enfant, on se trouve par essence, mais qu'après on se perd dans le temps de nos histoires de vie et de plein de choses. Mais bon, ça c'est une analyse personnelle. Et ce que tu fais, ce que tu donnes, c'est des clés. Et moi là tout de suite, je suis juste un vecteur. Et c'est ça que moi j'aime. Et je te remercie pour moi, parce que tu me donnes des clés. Mais aussi, je te remercie pour tous ceux qui sont derrière. Et je pense que l'équipe est toujours pareil. Après la sortie, tu vois, on a des petites illuminations quand on parle avec des gens qui sont aussi passionnés que toi et qui maîtrisent tellement leur sujet et qui te donnent des petits outils comme ça. Et ces petits outils, ils peuvent avoir c'est le battement d'aile de papillon. Ça peut changer une vie. Et si derrière ces caméras-là, dans ce petit studio, ta voix peut changer la destinée d'une personne, on aura réussi notre coup. Et je te remercie pour ça, parce que je suis sûr que ce sera le cas. Je te le dis vraiment sincèrement, parce que on va passer jusqu'à la ceinture noire, et je suis allé jusque sur la ceinture marron à Noël, je vais t'en parler après. Et c'est un moment bouleversant, et je pense que si les gens se prêtent à cet exercice, ça va avoir des impacts magnifiques sur la vie des gens. Si je peux ajouter quelque chose, je crois qu'on ne peut pas non plus avoir l'ambition de changer la vie des gens. Si on a changé juste un moment. Oui, je ne veux pas changer la vie. Oui, je me suis mal exprimé, mais oui. Mais je comprends ce que tu dis, et je voulais juste le ramener à ça, parce que la vie est une succession de moments, et en tout cas, la psychologie positive, on n'a pas du tout besoin de respirer la psychologie positive toute la journée. Quand la vie va, quand ça va, quand on est en temps de paix, quand ça marche, enfin pas quand ça marche, mais quand on est, tout va bien. C'est juste quand justement ça coince, c'est ce que tu décrivais, ces instants où je sais plus comment on fait, ou alors c'est trop douloureux, et j'ai pas non plus envie de me lancer dans toute une chose thérapeutique où je remonte à ma genèse. J'ai juste besoin de savoir comment je me sors de ce trou-là. Moi, ça a été lié à l'anxiété. Moi, ça a été lié à l'anxiété. Je suis quelqu'un de très anxieux par nature, pour plein de raisons. Mais c'est dont ma naissance. On va pas revenir justement à la genèse, mais c'est lié à ça. Il se passait un truc médical qui fait que mon corps est en alerte constamment. Et j'ai trouvé dans ce moment, on va y arriver, hein, mais dans ce moment de gratitude,
une paix, un apaisement, et juste simplement, justement, calmer ce cerveau qui est tout le temps en train de penser à ce qui va arriver. L'anxiété, c'est ça. Tu es dans une anxiété d'anticipation. Tu vas attendre, tu vas te mettre dans une position où tu es déjà en train de vivre ce qui va... Et en fait, tu penses le contrer, en fait, en l'anticipant, et tu fais que vivre après. Et en fait, ce moment de gratitude, c'est juste un moment du présent. C'est un moment où tu t'assois, un moment où tu te touches, un moment où tu te sens, un moment où tu touches un verre de café ou quelque chose, tu te poses, et qu'est-ce qui me fait du bien là tout de suite? Pourquoi j'ai envie de dire merci? C'est ça la gratitude pour moi, c'est ce moment où vraiment tout s'aligne et la simplicité du plus beau, du plus simple, comme tu dis, ça peut être la gratitude de quelque chose d'incroyable. J'ai eu un Oscar, merci, tu vois, super. Bon, c'est pas tous les jours. Mais tous les jours, faire ce petit exercice du moment, de l'instant, c'est vraiment fort. Et donc, j'interromps un tout petit instant cet épisode. Si vous aimez ce que vous êtes en train de regarder ou d'écouter, il y a quelque chose que vous pouvez faire qui peut tout changer pour nous. C'est simplement de vous abonner. Juste en dessous de cette petite fenêtre, vous verrez, il y a une petite cloche. Subscribe, s'abonner. Si vous pouvez cliquer dessus, ça change tout pour la visibilité de Préface. On vous en remercie infiniment. Retour à l'épisode. On va revenir à ce moment précisément ritualisé, parce que tu en as fait un livre. Mais c'est la gratitude et la longévité. Je suis amoureux de cette histoire. Je trouve ça brillant et génial. Parle-moi de ces nonnes. Ouais. Non mais c'est improbable. Ouais, c'est génial. Alors, ce qui est génial, c'est que donc quand une question de longévité se pose, on a, pour pouvoir comparer des choses, il faut trouver des gens comparables. Or, nous sommes extrêmement incomparables, puisque nous sommes différents. Il y a des hommes, des femmes, on n'a pas le même âge, on n'habite pas au même endroit, on ne boit pas la même eau, on ne fait pas les mêmes choses, etc. Là, les chercheurs se sont dit, essayons de voir ce qui peut avoir un impact sur la longévité, et notamment, est-ce que la gratitude a un impact sur la longévité? Et donc, en cherchant une population homogène, pour pouvoir évidemment voir si la gratitude faisait une différence, on a cherché des gens donc, qui exerçaient la même fonction, qui vivaient au même endroit, qui respiraient le même air, mangeaient la même chose. Et on s'est dit, si ce sont des femmes, il faut qu'elles aient le même nombre d'enfants. Donc on s'est dit, 0, c'est top. Et si jamais on trouvait des gens qui étaient tous mariés avec la même personne, ça c'est quand même un facteur. Non mais quand tu reprends les éléments un par un, c'est évident et c'est incroyable. Mais donc au début, ils cherchent, ils disent, mais il y en a qui disent, voilà, allons dans un couvent. Bah ouais. Et elles mangent la même chose, elles dorment pareil, elles respirent le même air, et elles sont mariées à la même personne, elles n'ont pas d'enfants. Mariées au même pour monsieur. La plupart. Mariées au même monsieur, exactement. Voilà, incroyable. Et elles ont les mêmes activités, le même rythme, etc. Donc, on n'a pas étudié que la gratitude. Hein. Il y a un livre entier, ça s'appelle le Non-Study. On a étudié l'impact du mouvement sur l'évolution de leur cerveau. Enfin bon, on a fait plein de choses. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la gratitude. Et donc là aussi, comment fait-on pour mesurer la gratitude de l'une ou l'autre? Donc il se trouve que dans ce couvent en question, c'est un couvent qui existe depuis 150 ans. Et depuis 150 ans, à chaque fois qu'une jeune femme arrive, elle écrit une lettre qui raconte sa vie jusque-là. Et donc on a conservé ces lettres dans une boîte. Génial. Et puis, on a également les dossiers médicaux de toutes ces femmes, puisqu'elles passent leur vie là. Donc, on sait à quel âge elles sont mortes, on sait de quoi elles sont mortes. Et donc, ils ont l'idée de donner à des sémanticiens la boîte avec les lettres et de leur demander de quantifier dans chacune de ces descriptions la densité d'histoires, de détails, de récits qui manifestent de la gratitude ou de l'émerveillement. Donc, si je dis, j'ai grandi dans un village au bord de l'eau, bon, voilà. Maintenant, si je dis, j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 12 ans, j'ai hâte de mettre ma vie au service des autres, ce serait une autre personne qui parlerait. Voilà, donc je suis très contente d'être là, donc je manifeste quand même un peu de joie et d'émerveillement. C'est pas exactement la même quantité. Donc, ce que font ces chercheurs, c'est qu'une fois qu'ils ont gradué ces récits, ils comparent avec les dossiers médicaux, et c'est là où ils font le lien. Et ils s'aperçoivent que plus ces jeunes femmes étaient
gratifiable, parce qu'en fait c'est ça, donc, en capacité d'exprimer ça, et qu'elle le faisait spontanément, plus elle vivait longtemps. Et on s'est même rendu compte qu'elle gagnait jusqu'à 7 ans d'espérance de vie. Donc, pour résumer, une jeune femme qui exprime tout à travers la sémiologie de ses mots, dans ses lettres, une gratitude de façon sémiologique, juste les mots, vit 7 ans de plus que la même femme, au même âge, qui a vécu au même endroit toute sa vie, mais dont la sémiologie était moins orientée autour de la gratitude. Il y a 7 ans d'écart. C'est ça. Incroyable. Sauf que, évidemment, il y a d'autres phénomènes. Hein. Ça n'est pas que l'écriture. Bien sûr, j'imagine. Qui va suffire à obtenir ça. Il y a une chercheuse qui s'appelle Barbara Fredrickson, qui travaille sur les émotions positives. Elle a un travail absolument génial. Elle travaille notamment sur l'amour et sur la sensation d'amour. Et alors, au début, donc, on s'est demandé un peu pourquoi. Parce que, clairement, il y a une influence sur le système immunitaire. C'est ça l'histoire. C'est que si on vit plus longtemps, c'est que le système immunitaire est plus développé. Donc, à partir de là, Barbara Fredrickson, elle, par exemple, se dit quel peut être le lien entre les émotions positives et le système immunitaire. Parce que il est clair qu'à partir du moment où on sait que la gratitude nous permet de vivre plus longtemps, on a besoin de savoir quelle est la mécanique en marche qui peut être reproduite. Explique-moi ça. Donc, elle s'aperçoit que ce qui va piloter la tonicité de notre système immunitaire, c'est la tonicité, justement, d'un nerf qui s'appelle le nerf vague. Et plus ce nerf vague est stimulable et stimulé, c'est celui qui va commettre un malaise vagal, par exemple, c'est le nerf vague qui s'affole. Mais donc, pour que le système immunitaire soit fort, il faut que le nerf vague soit fort. Donc, Fredrickson, elle, son job, c'est de dire, est-ce qu'avec des émotions, on peut piloter ce nerf vague? Parce que le nerf vague, c'est pas un truc sur lequel on peut tirer, on peut pas faire des exercices de musculation, hein, c'est sûr. Un nerf. Ouais. Donc la seule façon de l'atteindre, c'est justement par des choses que l'on ressent et l'intérieur de l'organisme. Et donc en cherchant ça, elle est arrivée à corréler le fait que ce qui va nous permettre de tonifier ce fameux nerf vague dont nous avons besoin qu'il soit super fort pour nous aider à vivre longtemps et en bonne santé, parce que vivre longtemps, ça n'a aucun intérêt, mais en bonne santé, eh bien, il y a 2 émotions qui permettent de le faire. Le premier, c'est la sensation d'amour, quand on éprouve de la sensation d'amour. Et la deuxième, c'est quand on éprouve de la gratitude. Et donc, c'est comme ça qu'on a la réponse, c'est pas tant de est-ce que je l'ai écrit ou pas écrit, après ça, on va mesurer d'autres choses hein, avec en fait, c'est la continuité finalement de cet état d'esprit, finalement, qui se retransmet à travers l'écriture, qui est en fait la manière dont les personnes vont regarder. L'amour, en plus, dans un couvent, a priori, on est quand même dans un endroit où on tourne son cœur vers Dieu, on lui donne sa vie. Bon, j'imagine que c'est quand même... oui, mais de manière inégale, puisqu'elles ont des vies inégales, tu vois. Ouais. Mais surtout, ce que ça veut dire, je ressors des nonnes pour arriver à... Qu'est-ce qu'on apprend, nous? Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que ça nous dit sur nos propres vies? D'abord, ça n'est pas réservé aux jeunes femmes. Ensuite, ça n'est pas réservé aux nonnes. Ensuite, ça n'est pas réservé aux gens qui font ça naturellement. Parce qu'il est évident que là, comme rien n'était forcé, ce sont des femmes qui, par essence, étaient comme ça. Certains d'entre nous, et certaines d'entre nous, par essence, nous sommes comme ça, nous sommes gratifiables. Et puis pour certaines ou certains d'entre nous, nous ne le sommes pas. Nous le sommes beaucoup moins. Et c'est pour ça que, peut-être pour toi, comme pour moi, ça a eu un tel impact, c'est que je ne l'étais pas du tout. Et que c'est pas ce qui me vient naturellement. Ouais. Mon esprit critique est tellement fort que ça ne me vient pas naturellement. Donc quand j'ai appris ça intellectuellement, j'ai trouvé ça fort. Je me suis dit waouh. Donc je vais essayer. Ça avait l'air simple. C'est comme ça que je suis arrivée à ça. Et puis surtout, je me suis dit, bon, si moi j'en suis pas capable, c'est une chose, mais j'ai des enfants. J'aimerais bien qu'eux vivent longtemps et en meilleure santé. Donc je vais essayer pour eux. C'était un peu ça mon truc. Génial. Voilà. Bah, c'est un beau cadeau que tu leur as fait. C'est comme ça qu'on a commencé, en fait. Et donc, avant de passer sur le lien de tes enfants, je voulais qu'on parle aussi du succès. Parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même aussi assez incroyable. C'est qu'il y a un lien entre la gratitude
et le succès. Alors, on va redéfinir succès, mais là, on parle de carrière professionnelle, de réussite, mais c'est hyper intéressant quand même de cette étude, qui est une étude de Sonia... je n'arriverai jamais à dire son... Merci. Je n'arriverai jamais à dire son nom. Il y a beaucoup de Hongrois dans les recherches, beaucoup d'universitaires américains qui viennent de Hongrie. On mettra son nom en bas. Mais oui. Donc, parle-moi de ça parce que c'est passionnant aussi. Alors là, c'est même un petit peu plus large que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas le succès qui provoque le bonheur, mais c'est le bonheur qui attire le succès. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu as pris un exemple et j'ai souri intérieurement. Tu as dit quand on reçoit un Oscar, c'est un moment de gratitude. En fait, ce qu'on appelle le succès, qui sont comme ça, ces espèces de pics de satisfaction, d'obtention de quelque chose que nous attendions, que nous espérions. Voilà, c'est ça, c'est de se dire, je voulais ça, je suis là. Ou par exemple, l'Oscar est pour un cinéaste, c'est normal de prendre ça comme référence. C'est mon petit monde, c'est mon petit rêve d'enfant. On peut se dire, on croit que c'est de recevoir l'Oscar qui va provoquer du bonheur chez moi. Il est également démontré, ce sont d'autres études qui ont été faites cette fois-ci à l'université de Harvard, que oui, sur le moment, tu vas éprouver quelque chose de différent parce que quand même, c'est une interruption du rythme. Enfin, il y a un truc très, très cool. Mais c'est très éphémère. Et immédiatement après, te voilà avec ce que tu n'avais pas prévu, qui est la pression de l'Oscar et du succès, de ce qu'on attend. Ça existe beaucoup dans nos métiers. Tu sais, la pression du César, la pression du prix, de ci, de là. Mais d'ailleurs, c'est valable pour tous les métiers et tout. Tous les métiers. Quand tu as réussi un gâteau, comment tu reçois ? Quand tu as publié un livre qui s'est vendu, comment tu écris l'autre ? Mon Dieu, comment tu écris l'autre ? Tu sais, ma fille ressent ça en ce moment. Elle a eu une très bonne note à son premier trimestre de 6e. Donc, on parle de l'entrée au collège. Super note, vraiment top. Et on essaye de la détendre justement en ce moment. C'est pas grave en fait, c'est déjà super. Vas-y, apprends. L'objectif c'est une chose, mais voilà, parce que si tu la laisses là-dedans, ça ne peut être que déception et donc devenir un frein à son apprentissage, un regard négatif sur elle-même. Enfin, c'est important de réussir à garder l'objectif, il est là, mais c'est le constant apprentissage en fait de la situation et de là où tu es, qui est vraiment le chemin versus effectivement la finalité. Bon, c'est le chemin et le plaisir d'aller vers l'objectif. Mais si on reste dans l'Oscar, le bonheur en fait, et c'est là où pourquoi est-ce qu'on te donnerait l'Oscar ? C'est parce que tout ce film que tu aurais fait, justement le chemin de la fabrication où tu étais exprimé, les combats étaient aux bons endroits, les chutes étaient au bon endroit aussi pour pouvoir te relever, etc. C'est là où on dit que c'est le bonheur, parce qu'en fait tout ça, ce sont des moments individuels de bonheur. Même quand c'est difficile, ça fait partie du bonheur. C'est vrai, tu as raison. Et qui donc peut-être sera couronné de succès. Mais si tu attends, et moi, je l'ai vécu, je l'ai compris en écrivant 3 kiffs par jour, qui était vraiment le premier effort de ce niveau que j'ai fait. C'est-à-dire, ça m'a demandé beaucoup de concentration, de recherche, etc. Et je me disais tous les jours, ah là là, pourvu que ça se termine. Enfin, il faut que j'arrive au bout, Et puis quand tu y es, merde. Merde. Mais que oui, c'était merde. bon. Mais oui, c'est Voilà. l'aventure qui est géniale. C'est ça. Tu sais, nos métiers, on se souvient finalement, on se souvient des films, mais c'est surtout l'aventure humaine, tout ce qu'il a fallu pour le faire. C'est ça qu'on raconte en fait, dans ce qu'on est. La résilience, la fabrication de la création, mon Dieu. Alors, l'impact sur la santé, on en a parlé déjà. Maintenant, voilà, 3 kiffs par jour, raconte-moi. C'est quoi 3 kiffs par jour ? Alors vraiment, c'est marrant parce que cette terminologie me colle aux semelles depuis. Je vais montrer quand même ce livre magnifique. Oui, parce qu'il y a dans ce livre, je ne sais pas, peut-être une trentaine de concepts de psychologie positive. La gratitude n'en est qu'un seul. Il se trouve que c'est quand même celui qui a fait le plus de différence dans mon expérience d'être Florence, parce que justement je suis quelqu'un d'inquiet, parce que justement je suis parisienne pour toutes les raisons précédemment évoquées. C'est ce qui a fait le plus qui a le plus d'impact pour moi. Mais c'est donc, si jamais on a envie, on est tenté par ces bénéfices, donc de vivre plus longtemps, de vivre plus agréablement, mais surtout quelque chose que tu as décrit tout à l'heure, qui est quand il y a du vide dans nos vies,
Et le vide, c'est le manque, c'est des choses qui nous font souffrir, des choses qui nous font, dont on a l'impression qu'on est dépourvu, etc. Et c'est également l'anticipation, c'est-à-dire l'anxiété qui est le scénario catastrophe que nous nous faisons et qui crée des choses, Cette donc du petite manque. voix Le scénario intérieure, catastrophe, cette petite c'est voix que qui quelque nous chose, parle. que quelque chose va manquer, va exploser, va disparaître, Mm. va tout ça. Bon, donc c'est que des trucs effroyables. Eh bien, la seule façon de le remplir, en fait, ce vide-là et ce creux-là, c'est avec la gratitude. Donc, comme tu le disais, c'est avec le moment présent de se dire, non mais finalement, quelles sont toutes les choses qu'est-ce que j'ai là tout de suite sous la main, qu'est-ce qui fait, je suis bien assise, la température est géniale, enfin, vraiment, je peux redescendre à des choses très corporelles. Et donc, quand on fait cet exercice, c'est comme ça qu'on crée cet exercice, donc de se demander quelles sont les choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude là tout de suite. Donc ça peut être très petit ou ça peut être des choses très larges. Eh bien, c'est là que est en train de se créer un nouveau système neuronal dans mon cerveau qui, au lieu de voir ce que je n'ai pas et ce qui risque de se passer, etc., je me concentre sur ce que j'ai. Et il est donc avéré que lorsque nous sommes en train de faire ça, on ne peut plus ressentir de colère et d'anxiété. Au même moment, c'est pas possible. Notre cervelle ne sait pas faire les deux choses en même temps. Je le confirme. Donc, je te le confirme. Déjà, on a droit à ce moment-là. Et en plus, c'est ça qui remplit la citerne. C'est-à-dire qu'on a besoin de stocker un peu des choses, que le plaisir ne se stocke pas. Le plaisir, une fois que j'ai avalé ma gorgée de café, elle est avalée, c'est terminé. Il n'y a pas de stock de gorgée de café. Donc, il faut que je stocke quelque chose si je veux avoir l'élan de faire des choses difficiles, de me retrouver encore dans des situations de contrainte, parce qu'il y en a tout le temps. Ouais. Voilà, la vie. Donc, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, quand j'y pense, quand j'ai le temps, quand je prends la peine de le faire, je m'enrichis en me disant quelles sont les choses que j'ai. Et je peux vous donner un petit truc. Si c'est trop difficile, parce que c'est pas naturel, donc ça peut être difficile, eh bien, on peut commencer par se dire quelles sont les choses que j'ai la chance de ne pas. Alors, là, tu continues la liste. J'ai de la chance de ne pas vivre en Ukraine. J'ai de la chance de ne pas vivre aux États-Unis cette semaine. Et les semaines qui suivent aussi. Donc, c'est tu vois, de te dire, de le faire en creux. Alors on dit « Oh, mais ça, c'est pas gentil, parce qu'il faut pas se réjouir du malheur des autres. » On n'est pas du tout en train de se réjouir du malheur des autres. Pas du tout, du tout, du tout. On est bien au contraire en train de se rendre compte de ce à quoi nous échappons et donc de combien nous sommes riches de ce que nous avons. C'est vrai. Voilà. Et ça, je pense que moi, c'est devenu un rituel pour moi. Je pense que c'est important, cette notion de ritualisation. Tu recommandes d'avoir ce rapport, donc de ce moment, de se poser au moment du coucher, juste avant de dormir. Moi, pour ma part, je voulais te montrer ça parce que pour le coup, alors c'est pas ton livre, tu as sorti un livre qui s'appelle 3 ans de kiff, mais je ne connaissais pas ton travail au moment où j'ai acheté ça. Mais tous les jours, tous les matins et tous les soirs, tu vois, depuis 2 ans, j'écris dans ce journal, donc avec la date et le jour, exactement les mêmes choses. Alors, pas les mêmes choses dans le contenu, mais ça fonctionne toujours de la même manière. Les 3 raisons pour lesquelles j'ai de la gratitude. Par exemple, là, ce jour-là, c'est ma fille qui dit qu'elle est positive. Génial. Tu vois. Qu'est-ce qui fait que ma journée, donc ça c'est le matin, hein, je fais ça le matin, qu'est-ce qui fait que ma journée va être super ? Alors, je sais pas, là je vais pas dire ça. Ok, non mais c'est personnel. C'est très personnel d'un coup. Mais je vais travailler sur moi, par exemple. Tu vois, c'est un truc, je me dis, ma journée est super, je vais bosser sur moi. Voilà. Ensuite, j'ai une affirmation positive. Par exemple, je parle de ma femme, je dis, Nat est ma meilleure alliée. Tu vois. Et voilà. Après, derrière, le soir, en fin de journée, qu'est-ce que j'ai fait de bien pour quelqu'un ? Super. Et donc, en fait, ça te met dans une position où tu cherches qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de bien pour quelqu'un. Un truc minuscule, comme un truc énorme. Un compliment. Dire à quelqu'un, ou dire à quelqu'un, je crois en toi. Ça, c'est un truc que j'adore faire, tu vois. Je crois en toi. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui ? Et
qu'est-ce que j'ai expérimenté de génial aujourd'hui. Et tu verras qu'en fait, enfin je dis tu, mais de façon générale, le fait de faire ce travail nous met dans un espace où on est en train de chercher, où on est en train de regarder. Donc la gratitude, elle nous met dans un espace où on calme nos anxiétés, on vit plus longtemps, espérons-le. Voilà, mais surtout, on se met dans un espace de recherche et de quête de ces jolies choses. Je sais qu'il y a des moments, j'ai mon fils dans les bras. Avant, j'avais toujours ce bonheur, mais là, maintenant, j'ai l'impression que je suis absorbé dans ce moment et je le regarde, je me dis, waouh, et ben ça, c'est mon kiff d'aujourd'hui. Tu vois, mais c'est tout de suite, c'est comme une décharge électrique. Je me dis, ça, je vais le garder précieusement pour ce soir le noter. Tu viens de décrire, et je t'en remercie, ce que les études ont démontré. Et pourquoi l'exercice est intéressant à faire? Parce que dans un premier temps, il est un peu forcé quand on commence. Mais ce qui se passe, parce que nous sommes des créatures malléables, nous sommes sans arrêt en capacité d'apprendre, il se produit exactement ce que tu viens de décrire. Ce qui fait qu'au bout de 2 semaines peut-être, ça prend 2 semaines, c'est au moment où je vis ma journée que je me dis « Ah, ce sera sur la liste ce soir. » C'est exactement et ça. Donc c'est gagné. Je suis ému quand tu dis ça. Mais quand je te dis que je suis ému profondément. Parce que c'est un cadeau qu'on se fait à soi, d'arrêter ce bordel, ce bruit, ce mouvement. Ça veut pas dire qu'il disparaît. Ça veut juste dire qu'on est capable, pendant un instant, de briser ça et de prendre toute la puissance, toute la beauté de ces choses simples. Tu sais, c'est les grandes phrases qu'on dit, oui, c'est très l'école, machin. C'est les grandes phrases qu'on te dit, les plus importantes sont les choses simples. Mais ce qu'il y a dans ton livre, ce qu'on apprend, c'est ça, en fait. C'est la rencontre avec cette beauté, en fait. Et c'est pur. Si on a encore besoin d'être convaincu, une des études que je raconte dans ce livre a été faite autour des familles des victimes du 11 septembre. Vas-y, raconte, parce que là, j'ai pas cette info-là. Et alors, donc en fait, on est allé voir 5 ans après le 11 septembre, on est allé voir les familles des victimes pour voir dans quel état étaient les gens, comment ils se sentaient, comment ils étaient remis dans la vie ou pas remis dans la vie, etc. Et on s'est aperçu qu'en effet, il y a des familles et des personnalités et des individus qui s'étaient remis dans la vie. Enfin, leur deuil était en cours et ils étaient de nouveau en action, etc. Alors que d'autres étaient encore vraiment coincés comme ça dans ce traumatisme initial. Et donc, on a cherché une différence entre les deux. Et on s'est aperçu que, justement, ceux qui avaient été capables de redémarrer étaient ceux qui, avant le 11 septembre, avaient conscience de cette gratitude et faisait ce que tu faisais spontanément, naturellement, comme je l'ai dit. Il y a des gens qui vont le faire naturellement. Quand Seligman a eu l'idée de la psychologie positive, il voulait que ce soit quelque chose de préventif. Il voulait qu'on puisse s'en servir comme un outil, justement, au cas où. Et donc là, ça l'a démontré. Les personnes qui étaient déjà enclines à se servir de la gratitude se remettent plus facilement par la suite parce que c'est un muscle qui existe déjà. Donc tout ce que nous faisons en temps de paix, on va appeler ça comme ça. Et oui, c'est du boulot. C'est du boulot quand tu fais ça. Ça te prend, tu kiffes de ouf. Mais ça s'appelle 6 minutes, mais c'est ça, ça prend 6 mais minutes c'est du par travail. jour. Mais oui, mais c'est un engagement, c'est un rituel. C'est un rituel, ouais. Et l'écriture joue beaucoup. L'écriture nous aide vraiment à ancrer. Et en plus, ce que tu fais là, c'est ce que j'ai cherché à faire dans ce qui s'appelle 3 ans de kiff, qui est un journal comme ça, ouvert, que l'on vient remplir, mais qui va durer 3 ans. Et donc, il va nous permettre de retrouver à date fixe la même question, parce que là, je prends la peine de poser une question différente chaque jour. Et donc, d'ailleurs, tous les 7 jours, c'est les kiffs. Mais il y a d'autres questions. Quelque chose que nous n'avons jamais, qui est une trace de notre évolution. Et là, tu viens de poser des petits cailloux comme le petit pousset. Et donc, tu retrouves ta route quand tu relis ce que tu... Et on n'a pas vraiment besoin de le relire, mais de temps en temps, c'est marrant. Là, je fais jamais cet exercice, là, c'est rigolo. Ouais, et c'est marrant de temps en temps d'ouvrir, et parce qu'on se dit « combien j'ai changé ?» Ou alors on se dit « mais... je n'ai pas évolué. » Il n'y a rien qu'à bouger. C'est la même chose. Mais ce qui fait qu'on laisse tomber, tu vois, ça permet aussi de mettre son énergie au bon endroit, de dire voilà, c'est bon, ça, oui, laisse tomber ça, vas-y, allez, hop, avance. Va, quoi. Ouais. Et on se concentre sur autre chose. Moi, c'est vraiment devenu un rituel. Alors, on a parlé de ceinture noire et tout, donc le kiff.
Définis-moi ce qu'est un kiff, le kiff, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas le mot kiff. Bah, le kiff, en gros, c'est un synonyme de hashish, hein, donc c'est un paradis artificiel. Ça, mais pourquoi j'ai choisi ce mot-là? J'ai choisi ce mot-là parce que quand j'ai voulu expliquer la gratitude à mes enfants, ils étaient pré-ados. Et qu'au moment de leur dire, voilà, on va essayer, parce que c'est quelque chose qu'on a commencé à faire à table, c'était décrit comme ça par Seligman, ça c'est la ceinture, la ceinture blanche en gratitude, c'est dans sa tête. Dans sa tête, on se dit quelles sont les choses justement aujourd'hui que j'ai kiffé, et c'est exactement ce que tu fais là, de te dire quelque chose que j'ai appris, ou quelque chose qui s'est passé, ou quelque chose qu'a dit ma fille. Voilà, ça c'est niveau 1. Niveau 2, je l'écris. Ça, c'est ce que tu fais dans un carnet qu'on peut garder sur sa table de nuit. Si on fait ça avant d'aller se coucher, c'est vrai qu'on va mieux dormir. C'est avéré. Le niveau 3, c'est de s'en parler. Donc, nous le faisions à table. Je dis nous le faisions parce que nos enfants ne vivent plus avec nous. Mais on se disait comme ça à table quels sont les enfants eux-mêmes participaient évidemment, et donc c'est comme ça qu'on a développé ce muscle-là. Donc chacun prend la parole, chacun son tour, parce qu'il y a des règles. Hein, il y a des règles. Ouais. Donc c'est chacun son tour, et un kiff ne se commente pas. Donc c'est pas le point de départ d'une discussion, et ne se critique pas. Donc, on se moque pas les uns des autres, on dit pas « ouais, d'accord, voilà, ça va ». Non, rien, juste on écoute, mais on se rend compte tout de suite à quel point c'est transitif. C'est-à-dire que quand ton fils ou ta fille dit quelque chose, d'abord, c'est tellement un privilège de savoir ce qu'ils ont vécu en vrai. Déjà, c'est dingue. Et puis, en fait, plus il y en a autour de la table, plus ta liste s'enrichit. Parce que si quelqu'un dit, je sais pas, ouais, je suis arrivé, le métro est arrivé en même temps que moi, et ben tout ce coup tu dis, ah mais moi aussi, je l'avais pas vu. Le métro arrive en même temps que moi, mais bien sûr que c'est un kiff. Tu vois, mais voilà, donc ça t'enrichit. paraît tellement évident, tu vois. Mais on pense pas à tout, donc c'est très riche. Et puis ça devient un moment de famille pour le coup. Alors là, c'est un moment génial. C'est génial parce que en plus les personnalités se dessinent, les uns enrichissent les autres. C'est. Et puis de nouveau, alors nous on a fait ça un peu comme un rituel, mais donc on a évidemment oublié comme tous les rituels. Et quand la soirée partait en sucette, parce que ça partait en sucette chez nous, de manière totalement normale, et ben tu avais un des enfants qui disait. Et si on faisait les kiffs, tu vois, c'est vraiment devenu une façon de... Donc c'est devenu même une manière de... Ok, ça part en freestyle, hop. Ouais. Les kiffs. Ouais, les kiffs. C'est un moment de paix. Ouais, moment de paix. Les moments où on remet tout le monde au centre. Donc ça c'est le niveau 3. Le niveau 4, c'est de mettre par écrit la gratitude que l'on éprouve envers quelqu'un. Et de le faire sous une forme de lettre, en disant, voilà, je t'écris pour te remercier. Parce que, et comme je disais tout à l'heure, c'est de dire à cette personne, en gros, si tu n'étais pas ou si tu ne faisais pas ceci, voilà ce que moi je ne serais pas ou ce que je ne saurais pas. Et donc, je te remercie pour ça. Donc, on l'écrit aux gens. Donc, alors, par exemple, l'année où j'ai étudié cette psychologie positive, je n'ai pas fait de cadeau du tout. Je n'ai acheté aucun cadeau. J'ai fait des cadeaux. C'est une bonne manière. C'est bien ça, c'est pas mal. Ah bah, ça tu donne fais un des entraînement. économies tu fais des économies et l'amour et tu construis la relation d'amour. Ouais. Alors raconte-moi, vas-y. Mais surtout, donc la lettre de gratitude. La lettre de gratitude. Donc si c'était l'anniversaire de quelqu'un, j'écrivais à cette personne pour lui dire la différence que tu fais dans ma vie, c'est ça. C'est ça. Merci pour ça. Et alors, attention, hein, les gens ont des réactions très différentes. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a que j'ai posté, il y en a que j'ai remises, il y en a que j'ai glissé dans le tas des cadeaux, etc. J'ai entendu parler d'assez peu de lettres, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais écrire un truc pareil en se disant que tu vas avoir un retour. Ouais. C'est pas oui, Madame la Marquise, je te remercie, politesse, non, c'est moi, non, c'est moi. C'est pas du tout ça. Si je t'exprime vraiment de la gratitude, tu n'as rien à dire. Tu vois, tu n'as rien à... Tu vas pas me dire, c'est juste, tu le reçois, et les gens le reçoivent plus ou moins simplement. Mais bon, on le reçoit quand même. Bien sûr. Voilà, moi, je vais te raconter, parce que pour le coup, je l'ai mis en situation dans ma vie. Quand j'ai découvert ton travail, donc on s'est rencontrés dans le cadre d'un mariage. On était voisins. C'était l'amour ce jour-là. Oui. Donc c'était passionnant, puis génial, la vie est quand même bien faite. Et je me suis donc jeté sur ton bouquin le lendemain de notre rencontre. Et c'était avant Noël. Et ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, est venue le soir de Noël passer la soirée avec nous.
et je lui ai écrit une lettre de gratitude. Donc j'ai pris... Donc, ce que je veux te dire quand on parle d'impact de ce que tu es, de ce que la vie nous fait comme cadeau, de nous asseoir côte à côte, et de ce que j'ai pu dire à mon ami qui est très pudique. Et comme tu dis, il faut rien demander, tu vois. Le soir de Noël, elle avait une enveloppe avec une lettre dedans. Elle m'a dit, je le lirai à la maison demain, tranquillou, au calme. Je lui ai dit, oui, je pense que c'est mieux parce que c'est un moment intime. Mais je pense qu'il faut rater aucune occasion de dire l'amour, déjà de manière générale. Et effectivement, si en plus ça fait du bien, si en plus on vit plus longtemps, si en plus on dort mieux le soir, si en plus on est en meilleure santé, mais pourquoi s'en priver? Je veux te dire, c'est vrai, c'est des recettes pour être bien, quoi. Donc tu as, par ton travail, fait du bien à ma vie. Voilà. Et par ton récit, tu me donnes la chair de poule. Donc, tu vois, tout le monde s'y retrouve. C'est en effet... tu as eu des nouvelles de ta copine? Elle m'a écrit un petit message. Elle t'a écrit un petit message? Elle m'a écrit un petit message adorable. Mais bon, il faut bien comprendre que tout le monde ne sera pas aussi à l'aise que toi ou moi si on a envie de le faire. Mais tu as remarqué que une fois que tu avais fini d'écrire la lettre, tu avais déjà tout gagné. Ouais, tout est bénéfique. Parce qu'en fait, tu regardes pour juste... toi, c'est déjà c'est fait. Regardez la beauté d'une relation, déjà. Parce qu'en fait, tout est acquis dans nos vies. Tu vois ce que je veux dire? Ça va vite, on est là, machin. Là, on prend notre temps. Tu prends ton temps et te dire, mais en fait, cette personne dans ma vie, elle est importante. Pourquoi elle est importante? Tu te poses cette question quand tu dis ce que je ne serais pas ou ce que je ne saurais pas. Des choses que tu as apprises, des choses que tu as... Et en fait, tu te rends compte qu'il n'est pas question que d'elle, il est question de tout ce qu'elle a mis en toi. Et c'est un donnant-donnant, en fait. Et regarder la richesse que quelqu'un a pu mettre dans ton cœur, dans ton âme, c'est quand même fabuleux. Et... Alors, on peut parler de la ceinture noire? Vas-y, ceinture noire. Parce que là, tu avais commencé à parler ça au début. Attends, fallait quand même... On y revient. La ceinture noire, c'est donc, on a écrit cette lettre et on va voir la personne et on la lui lit. C'est vraiment en face à face d'aller voir quelqu'un et d'exprimer à la personne. Alors, je recommande d'écrire parce que c'est déjà assez difficile à faire. Donc, en impro, ça dépend, hein, sauf si on est très fort en impro. Il y a des gens qui sont capables. Hein, moi, j'en suis pas capable. Il faut que j'ai... ne serait-ce que pour des questions d'émotion. Quand je me mets à pleurer instantanément, c'est plus facile si j'ai mon script. Et encore, je fais la maline, mais j'en ai fait qu'une de visite de gratitude. Mais je l'ai faite à mon mari, je l'ai faite à Alex. Et ça reste un moment fondateur. Quand je dis ça, c'était au bout déjà de 30 ans de vie commune. Mais quand on a passé 30 ans de vie ensemble, la première liste qui vient en tête, quand on pense à l'autre... C'est la liste des griefs. C'est pas la liste de gratitude. Ouais, c'est ça. Nécessairement. Et je dis ça en toute tranquillité parce qu'il sait que je dis ça. C'est pareil pour lui. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que là, alors que... L'autre liste, oulala, celle-là, on la connaît, elle est sur le bout des lèvres, absolument en permanence, elle flotte à la surface. Là, c'est pas l'exercice. L'exercice, c'est de dire en quoi ça aurait été différent si ça n'avait pas été toi. Et donc, j'ai fait cet exercice. Et non seulement de l'avoir écrite, mais de lui avoir dit... Alors, je lui ai dit, bon, écoute, voilà, Alex n'est pas du tout dans des préoccupations comme je peux en avoir sur les personnalités humaines, du tout. Et donc, je lui ai dit, je vais te demander 2 choses. On ne dit pas aux gens pourquoi on les convoque, mais on ne leur dit pas pourquoi, sinon ils ne viennent pas. Et alors là, je lui ai dit, je vais te demander 2 choses. La première, c'est de ne pas m'interrompre. Et puis la deuxième, c'est de ne pas te foutre de ma gueule. Voilà. S'il te plaît. S'il te plaît. Il est arrivé, il s'est dit, moi, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il a posé une boîte de Kleenex entre nous, ça c'était judicieux. Il m'a évidemment interrompu, il s'est évidemment foutu de ma gueule. Mais non, parce que évidemment, ça a remué des choses chez lui aussi, mais je suis arrivée au bout de ce que j'avais à lui dire. Et donc je lui ai tout dit. Et c'était... Est-ce qu'il a fait l'exercice inverse? Eh bien, non. Ah, non, Alex. Non, mais parce que c'est pas son... Je comprends. C'est pas sa façon de faire. Ouais. Il a sa façon de faire. Mais peut-être que c'est un... Ah, ça lui ferait sûrement énormément de bien, dans comme plein de tous, choses. Hein. Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le résultat de ça a forcément des implications dans vos vies derrière, de ce qu'il a reçu, de ce que tu lui as donné. Forcément, ça... Oui, mais il a d'autres façons d'exprimer sa gratitude. Et franchement, si Alex arrivait avec une lettre de gratitude, je pense que ça voudrait dire que la médecine l'a condamné. Parce que... Merde, alors Alex, non, j'en veux pas.
Je préfère pas. Écoute, moi alors si j'aimerais, alors deux choses. Alors, on a un peu de temps, les podcasts, c'est ça qui est génial. On est parti sur l'Oscar et tout ça, et on n'est pas allé au bout du succès. Tu sais, j'avais envie de raccorder ça rapidement. Donc la gratitude et le succès. Juste reprendre ça. Donc cette étude sur des étudiants. Donc l'étude de Sonia Lyubomirsky a démontré que ce qui nous rend heureux, ce n'est pas la finalité, donc ce n'est pas le succès. Ouais. Tu vois, alors éprouver de la gratitude pour son succès, ça c'est cool. Mais c'est d'éprouver du plaisir, de mesurer quand on fait quelque chose que l'on est bien, et donc il faut pour ça éprouver de la gratitude, qui va nous mener au succès. Parce que quand quelque chose est fait de façon alignée, en fait, on l'a toujours observé, eh bien, c'est ça qui va nous permettre d'être capable d'arriver à l'objet final que l'on souhaitait. Et en fait, le succès, c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, quand des étudiants rentrent à Yale, il est obligatoire à Yale de suivre désormais un cours de psychologie positive qui t'apprend que l'objectif... Si tu veux être heureux, parce qu'ils se sont rendus compte que les 4 premières années, les mômes avaient très très peu de relations amoureuses ou romantiques, que tout le monde était dans son coin. Enfin bref, ils se sont dit, il y a un problème. On est quand même en train d'apprendre des choses formidables. C'est un âge de la vie formidable et tout le monde est complètement recroquevillé. Et en fait, parce qu'ils se sont rendus compte que leur priorité était complètement inversée. Donc, ils s'étaient obsédés par avoir le bon cours, le bon stage, pour le bon job et le bon salaire. Donc, ils se sont dit, OK, ils sont complètement à côté de la plaque, pour leur bonheur. C'est pas à côté de la plaque moralement, c'est pour leur bonheur. Donc, on commence par leur expliquer que ce qui va leur permettre d'être heureux, ce sont les relations interpersonnelles avec les autres, c'est la concentration, donc la capacité que nous avons à faire une chose à la fois qui va nous procurer les plus grandes satisfactions. Donc, de nouveau, on est en train de leur dire, c'est le bonheur, ou ce que tu ressens ce que tu es capable de générer comme satisfaction, qui va te permettre d'atteindre le succès. Mais en tout cas, ça n'est pas le succès qui va te permettre de ressentir ça. Et donc, ça les remet à l'endroit. Exactement. Et donc, cette étude, ça avait été fait sur des étudiants, je ne sais plus dans quelle université, peut-être à Yale d'ailleurs, s'ils se sont rendus compte de ça, je ne sais plus où c'était, où effectivement, de manière identique à ces nonnes, les étudiants qui verbalisaient, exprimaient, disaient, écrivaient une forme de gratitude ou de bonheur étaient ceux qui, 16 ans plus tard, avaient les plus gros salaires, mieux réussi leur vie. Voilà, c'est quand même complètement dingue. Oui, alors ça, ce sont des mesures américaines que j'aime pas beaucoup. Mais peut-être colporter. Non, parce que tout de suite, c'est en dollars et tout. Oui, alors il y a un résultat à long terme. Oui, il y a un résultat à long terme. Mais je crois que ce qui est important, c'est plus que le niveau de salaire, c'est est-ce que ces adultes sont heureux? Est-ce que ce sont des futurs adultes heureux? Et oui, si on a appris à nos enfants, si on a appris à ces jeunes, si on a appris à ces jeunes adultes à se réjouir plutôt que de tout critiquer, oui, ce sont des adultes plus heureux. Ça me fait penser à donc une étude de Harvard sur le bonheur qui est incroyable. Je voulais qu'on finisse là-dessus parce que je pense que c'est vraiment le message clé, majeur, essentiel. C'est que on vit plus heureux et plus longtemps lorsqu'on a des relations sociales riches. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on possède. Parce que, alors attends, tu vas certainement pouvoir mieux encapsuler cette étude. Étude d'Harvard qui dure depuis 1938 sur 4000 personnes, je crois, ou familles qui sont suivies régulièrement chaque année, où on prend toutes leurs données de santé, financière, spirituelle, tout ce qu'on veut, et qui essayent de corroborer, de montrer quels sont les facteurs du bonheur. Oui, parce qu'on les interroge aussi tous les ans sur leur niveau de bonheur. Puisqu'on va corréler, en effet, on essaie de corréler les circonstances aux résultats. Et en effet, donc on les suit. Au début, on a commencé par des hommes. Il n'y avait que des hommes à Harvard. Et puis ensuite, ils se sont mariés. Donc les femmes sont entrées dans la danse. Et puis les enfants sont entrés dans la danse. Donc aujourd'hui, c'est une étude qui est vraiment très complète et qui continue d'ailleurs. Et quand au bout de 30 ans, le chercheur qui avait initié tout ça a raccroché les gants, il a transmis l'étude à des jeunes chercheurs et c'est eux qui lui ont dit bon, vas-y, quoi, tu peux nous dire, vas-y, tu vois, tu sais, tu sais dire ce qui fait qu'il y en a qui sont plus heureux que d'autres. Et il dit mais absolument, puisque je sais tout, comme tu le décris très bien, on sait tout sur la vie de ces gens. Et il dit la seule chose qui compte, c'est l'amour.
Et quand il parle d'amour, il ne s'agit pas que des relations romantiques ou familiales, mais il s'agit de relations sociales, de tout ce qu'on peut donner, prendre dans nos vies, dans nos quotidiens. Exactement. Ouais. Et Barbara Fredrickson, pour revenir à elle, appelle ça des micro-moments d'amour. Donc, ce sont des moments qui n'ont absolument rien de sexuel. C'est juste quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu le regardes dans les yeux, tu prends une tasse de café ensemble. Voilà. Et si on voulait mesurer le succès d'une journée, moi, si je veux mesurer, si j'ai les boules le soir et que je me dis... Vraiment, alors bon, la gratitude, je sais que ça marche, mais je fais un autre truc qui est de me dire, ah, ok, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui comme micro-moment d'amour Et tout à coup, bam, 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 bam. C'est dans mon livre ce qui est dans le qu'est-ce que j'ai fait de bien pour quelqu'un. C'est la même chose. Exactement. Et c'est cette étude, elle est incroyable. J'avais regardé un podcast d'ailleurs sur ce sujet, c'est vraiment. Il y en a plein, c'est passionnant. Ouais. C'est dingue. De se dire que la qualité des relations qu'on entretient dans les choses les plus simples, comme dans les choses les plus intenses, toi avec Alex, moi avec Nat, toute la vie. C'est ce qui conditionne notre regard sur le monde et donc notre bonheur. Le bonheur, il était là, de t'accueillir, vraiment, je recommande à tout le monde ce livre, là, 3 kiffs par jour, mais c'est passionnant. En plus, donc, et 150 000 exemplaires, quand même. On est en train de parler d'un best-seller. On est à 200 maintenant. 200. Le temps qu'on se retrouve. Passez-moi un stylo, je corrige ça tout de suite. On passera sans post-prod pour mettre 200 000. Non, donc c'est un énorme succès. Alors. Non, mais tant mieux. Et justement, vraiment, j'insiste là-dessus. C'est pas parce qu'on a l'impression d'en avoir déjà entendu parler qu'on le fait. Tu vois, il suffit pas d'être dans la vibe. Ça demande un petit, effort. Boulot, c'est un travail, c'est un vrai travail. C'est du boulot, mais c'est tellement rentable. Tellement rentable. Et plus le monde est fou autour de nous, plus la seule chose qui reste à faire, c'est ça. Et donc là, je suis proche en ce moment de gens qui travaillent autour de l'éco-anxiété, de toutes les angoisses qui viennent de cette disparition autour de nous, du vivant, etc. Pour l'instant, les seuls outils que nous avons pour faire face à ça, c'est ça. C'est ça. La ritualisation permet aussi de se poser, parce qu'on est pris dans une forme de tourbillon de vie. Et en fait, le fait de ritualiser quelque chose, tu parles du dernier moment où tu te couches le soir, de se dire « Ah, c'est mon moment. Ok, vas-y, je me concentre là-dessus. Je vais mieux dormir. Je vais apaiser mon esprit. » Alors, on a parlé de lettres, donc des lettres de Sénon, de ça. Donc là, la lettre, pour nous, elle est très importante. On a un petit rituel dans notre... je t'en avais pas parlé, mais je le fais. On a un petit rituel dans le podcast. Là-dedans, à l'intérieur de cette petite boîte noire, j'ai la magie des rencontres qu'on a eues par le passé déjà avec nos invités précédents. Et on demande aux invités qui viennent chez nous d'écrire une lettre, d'écrire une petite lettre. Et je t'explique le principe. En gros, cette lettre qui est destinée à quelqu'un, justement cette personne dont on parlait tout à l'heure. Quelqu'un qui nous regarde. Quelqu'un qui... pour qui tout ce qu'on s'est dit là a un impact, a quelque chose. J'aimerais que tu écrives à cette personne. Cette lettre, on va la scanner, on va enregistrer ta voix en train de la lire et on va la mettre pour les personnes non-voyantes aussi accessible. C'est cette lettre que les gens pourront télécharger, partager sur WhatsApp, envoyer à quelqu'un, donner, relire de temps en temps ou dans un moment dur ou dans un petit moment justement de grâce en se disant « Putain, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Waouh, la clé, elle était là. » Merci. Donc, je vais te laisser écrire cette lettre si t'es d'accord. Merci pour tout, Flo. Merci pour ce moment. Vraiment, c'est génial. Ouais, c'était super. Merci. On va pas aller dans les clichés de la gratitude et tout, mais on s'est tout dit. Merci beaucoup. Merci. Cet épisode touche à sa fin. Et comme je vous le disais au milieu de l'épisode, si vous aimez ce que vous venez de regarder ou d'écouter, un abonnement peut tout changer. Il y a donc la petite cloche subscribe juste en dessous. Plus vous êtes nombreux à vous abonner, plus le podcast rayonne. N'hésitez pas à partager l'épisode à vos amis, à vos proches, aux gens à qui vous pensez quand vous regardez cet épisode de préface. Un grand merci et à bientôt pour un nouvel épisode.